Le baron Châdelain a deux filles. L'une est joyeuse et sociable, avec de doux cheveux dorés. Anastasia, l'aînée, ressemble à une princesse. L'autre est grande comme un garçon. La cadette, Marie, toujours vêtue de haillons, ne fait que lire des livres. La famille Châdelain était pauvre. Chaque jour, il y avait une montagne de tâches ménagères à accomplir. Les repas pour la famille devaient également être préparés. Et tandis qu'ils mangeaient à table, Marie se contentait de rester seule dans la cuisine. Elle faisait aussi le travail de son père, tenant les comptes et signant des documents à sa place. Mais ce n'était pas grave. Demain, ce serait son anniversaire. Sûrement, ce serait une bonne journée. Le lendemain, leur petit frère Cédric admirait la beauté d'Anastasia. Le baron se leva pour annoncer que sa fille Anastasia était la vedette de l'événement, et tout le monde applaudit. Bien sûr, cela ne pouvait jamais être Marie. Aujourd'hui, c'était le bal de présentation de sa sœur, destiné à trouver un mari parmi les grandes maisons. Elle fut bousculée lorsque les hommes se pressèrent autour d'Anna. Voyant Marie s'enfuir, Anna s'inquiéta pour elle. Marie vivait une vie vide dans l'ombre de sa sœur. En fixant son reflet dans une flaque, elle se demandait pourquoi elle était née si affreusement laide. Elle sursauta lorsqu'un homme derrière elle lui dit qu'il était invité à la fête. Son serviteur, Mio, lui précisa que cette fille n'était pas une servante, puisque les Châdelain n'avaient qu'une domestique de 60 ans. Comprenant que Marie était l'une des filles, Cyrus s'excusa, étincelant devant elle. Elle dut lui parler, lui demandant s'il venait bien de la République d'Ipsandro. Et oui, sa mère était apparemment une artiste itinérante de là-bas. Marie était si excitée qu'elle se mit à bavarder sans s'arrêter, soulignant que ses vêtements étaient une tenue traditionnelle formelle, ce qu'elle avait appris dans ses livres. Il trouva étrange qu'elle étudie la culture d'Ipsandro, puisque leur pays était si fermé. À cela, elle continua à parler, expliquant qu'une fois qu'on découvrait la profondeur de la technologie et de la culture ipsandrienne, on en était immédiatement captivé. Il s'enthousiasma, partageant que même ses sous-vêtements étaient faits de soie d'Ipsandro, ce qui la fit rire, le qualifiant d'élégant. Elle adorait les histoires de sa nation, comme le vilain petit charou, le récit d'un chat abandonné qui voyage avec un gentil voyageur, devenant plus fort en chemin. Elle se sentait proche de lui à cause de ses cheveux rouges. Elle s'interrompit, se souvenant des cris de son père, une femme qui étale son savoir est une honte. Elle s'excusa, honteuse, et tenta de partir, mais Cyrus l'appela. En se retournant, elle vit des yeux plus beaux que n'importe quelle étoile. Comment pouvait-il être si merveilleux? Il devait sûrement être là pour demander sa sœur en mariage. Des larmes montèrent à ses yeux, se croyant sans valeur à côté d'elle. Cyrus pensa qu'il l'avait blessée en la prenant pour une servante, mais ce n'était pas ça. En voyant ses vêtements sans éclat, il se demanda pourquoi elle ne portait rien de joli. Elle sourit en disant qu'elle n'était tout simplement pas jolie, voilà tout. Elle voulut s'enfuir à nouveau, mais il la retint, lui disant en face tu es belle. Elle répondit seulement que l'étoile de la soirée se trouvait au salon, et elle courut jusqu'à la remise où on la faisait vivre, le cœur douloureux d'avoir enfin entendu les mots qu'elle avait toujours souhaités. Elle se demanda pourquoi elle se sentait si triste. Un mois après ce terrible anniversaire, une lettre de demande en mariage arriva. Le comte Granado voulait épouser Anastasia. Le baron était ravi d'apprendre que sa fille allait épouser plus haut que sa condition. Le comte était le fils du duc Granado. La famille était extrêmement riche, et Anastasia vivrait plus dans le luxe qu'un monarque d'un petit pays. Anna semblait réticente, mais son père ordonna à Marie de se dépêcher de rédiger une réponse. Il voulait qu'elle prévienne leurs proches et la noblesse des environs. Plus tard, Anna confia à Marie ses inquiétudes, épouser un homme dont elle se souvenait à peine du visage. Elle avait entendu dire que le comte Granado était un excentrique colérique qui détestait les femmes. Mais, en dehors de ça, Anna était excitée de montrer à Marie des vêtements qui lui iraient bien puisqu'elle était grande. Ses habits étaient faits pour des femmes voulant se déguiser en hommes. Anna adorait voir de belles femmes habillées en hommes. Elle avait cousu ses tenues elle-même. Marie ignorait que sa sœur avait de tels goûts. Si un jour leur famille ne pouvait plus subvenir à ses besoins, Anna envisageait d'ouvrir une boutique dans la capitale royale. Elle espérait que sa sœur chérie pourrait mettre ses talents à profit et faire ce qu'elle aimait. Cela toucha Marie. Elle aimait Anna aussi. Mais, sur la route de son mariage avec le comte, elle perdit la vie dans un accident. Marie fixa la copie du vilain petit chat rouge qu'Anna lui lisait toujours. Soudain, sa mère la frappa, disant que c'était elle qui aurait dû mourir. Elle la battit, lui demandant pourquoi c'était elle qui vivait et non Anna. Elle accusa Marie de la mort de sa sœur. Mais le baron retint sa femme pour qu'elle ne la marque pas. La mère voulait la défigurer pour que plus personne ne regarde jamais son visage. Mais il ne pouvait pas laisser faire, car Marie devait prendre la place d'Anna. Il expliqua que, même si elle était hideuse, il avait déjà vendu tous les cadeaux de fiançailles. Il voulait que Marie exploite le chagrin du comte pour la perte d'Anna. Tant qu'elle lui offrait une seule nuit de réconfort, il gagnerait. Il lui dit que c'était sa manière de se racheter. Elle se demanda de quoi. Quel crime avait-elle commis? Elle finit par accepter que sa simple naissance misérable était la faute. Dans la calèche, son père lui ordonna d'être docile et agréable. En la voyant sourire, il lui dit que même son sourire était détestable et qu'il aurait mieux valu qu'elle meure à la place d'Anastasia. Arrivé au palais,
Il cria sur le garde Thomas pour qu'on les laisse entrer, arguant qu'il avait envoyé une lettre. Mio sortit, expliquant qu'une lettre envoyée ce matin était bien trop tôt. Le baron devint violent, mais Mio retourna la situation. Marie s'inclina, s'excusant pour son père. Le garde et la servante remarquèrent que sa révérence était trop parfaite. Comprenant qui elle était, Mio dit à Thomas d'avertir leur maître immédiatement et de l'accueillir. Ils trouvèrent Cyrus en train de crier à Thomas, ordonnant de renvoyer Marie, car celle qu'il voulait épouser était Anastasia. Il regretta de ne pas l'avoir enlevée cette nuit-là. Mais en voyant la femme qu'il cherchait, un malaise s'installa. Marie n'en revenait pas, c'était l'homme qu'elle avait rencontré cette nuit-là. Le baron tenta d'expliquer la situation, et Cyrus découvrit que la grande rousse était la cadette, Marie. Son père se moquant d'elle, Cyrus fronça les sourcils. Il lui dit de passer la nuit ici confortablement. On lui servit du thé, et Marie s'enthousiasma à l'idée de parler des épices spéciales de la République, gingembre et cannelle, bénéfiques pour la santé. Elle trouvait ça merveilleux, faisant rire Mio qui la trouva adorable. Cyrus entra ensuite, expliquant qu'il avait dit au baron qu'il n'était pas nécessaire de rendre les cadeaux, qu'ils pouvaient être offerts à la tombe d'Anastasia. Il voulut savoir si la famille de Marie l'avait maltraitée, ce qui la fit sursauter. Elle expliqua qu'il ne lui donnait pas beaucoup d'affection, mais qu'elle croyait que c'était pour la former. Elle avait une très faible estime d'elle-même, expliquant que ses parents étaient stricts pour qu'une ignorante comme elle survive. Il lui demanda alors pourquoi, si elle n'était pas maltraitée, elle portait des vêtements aussi ternes à son anniversaire. Ses habits étaient ceux de veuve ou de religieuse, faits pour repousser les hommes. Il lui demande si elle voulait devenir nonne, ou si elle détestait les hommes, ou encore si elle était malheureuse. Marie resta silencieuse un moment, réfléchissant à sa vie. Ce n'était pas celle qu'elle voulait, mais elle n'avait jamais envisagé d'y échapper. Elle répondit simplement qu'elle n'était pas jolie. Cyrus appela Mio pour emmener Marie. Elle pensa qu'on la chassait, mais Mio la conduisit à un bain et à de nouveaux vêtements. En sortant, Marie découvrit un domaine vaste et magnifique. Elle n'avait jamais vu de bain auparavant et s'imaginait déjà qu'on la ferait couper du bois et nettoyer pour expier ses maladresses. Elle trouvait Cyrus magnanime. Elle fut accueillie par Tunica, la gardienne des bains, qui connaissait des méthodes de bain et de massage bénéfiques pour la santé et la beauté. Marie sursauta, ne sachant même pas quand Tunica lui avait retiré ses vêtements. On lui dit que ce bain servait à la rendre belle. Elle profita de l'eau chaude parfumée au sel, au miel et aux agrumes. Cyrus s'impatientait d'attendre sa fiancée. Lorsqu'elle sortit, elle était éblouissante. En se voyant dans le miroir, elle n'en crut pas ses yeux. Cyrus rougit, stupéfait. Il appela Liu Liu, sa mère, qui, en la voyant, fit remarquer qu'il se laissait influencer par la beauté plus qu'elle ne l'aurait cru. Il voulait qu'elle prenne la situation au sérieux, car l'approbation du chef de famille était nécessaire pour un mariage noble. Sa mère dit pas bien, voyant que Marie manquait cruellement de confiance. L'épouse d'un duc devait se tenir droite, fière et noble, au moins jusqu'au jour du mariage. Elle fut soulagée d'apprendre qu'on l'aiderait. Mio la félicita, la duchesse approuvait ses fiançailles avec leur Cyrus, elle était désormais officiellement sa fiancée. Tout le monde applaudit, mais Marie s'écria qu'elle ne pouvait pas faire ça. Cyrus se souvenait à quel point il était resté sans voix lorsqu'il avait vu Marie dans sa robe éblouissante. Raffinée, elle était si belle. On aurait dit qu'elle était renaissante. Ses yeux mélancoliques brillaient comme des étoiles. Mio le ramena à la réalité, lui rappelant que Marie avait refusé sa demande en mariage. Il en fut bouleversé, les larmes aux yeux, traitant Mio de cruel. Mais c'était son devoir. Pourtant, elle fut surprise qu'il ait fait sa demande à la mauvaise sœur. Comment Cyrus aurait-il pu savoir que la fille assise seule dans l'ombre était la véritable étoile secrète de la fête? Son père, le duc Alfred Granado, avait 2 épouses. La fille d'une famille noble de rang égal à celui du duc, Lady Laura, était l'épouse officielle d'Alfred. L'autre était une artiste itinérante ipsandrienne qu'il avait prise pour concubine, Liu Liu. Un jour, alors qu'il poursuivait un papillon, le jeune Cyrus tomba et se blessa à la tête. Lady Laura s'approcha du garçon et lui offrit une friandise qu'elle avait cuisinée. Elle remarqua qu'il était bien confiant de la manger. Mais c'était seulement parce qu'elle était délicieuse. Cyrus l'adora. En entendant cela, Laura fut intriguée et curieuse de savoir ce qu'il aimait d'autre. Il lui dit qu'il adorait les gâteaux, les choux à la crème et toutes sortes de sucreries. Laura aimait aussi les douceurs, car lorsqu'elle en préparait, elle n'avait pas à penser aux choses désagréables. Elle lui promit alors de lui faire des cookies au chocolat la prochaine fois. Plus tard, le duc s'adressa à Cyrus et à Liu Liu. Bien que Laura fût son épouse officielle, elle ne lui avait donné que des filles. À cause de cela, Cyrus hériterait du duché. Laura entendit cette conversation et bouillonna de rage. Cette nuit-là, Cyrus découvrit que Laura s'était donné la mort, laissant ses filles dans une profonde tristesse. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme, qui avait été si gentille avec lui, avait choisi la mort de son plein gré. Après que Liu Liu fut élevée au rang d'épouse officielle, elle déclara qu'elle n'était qu'une concubine et quitta le duc, emmenant Cyrus avec elle. Pour survivre, Cyrus obtint le titre de comte grâce à ses propres efforts. Cependant, il détestait les rassemblements de la haute société et fuyait toutes les discussions de mariage avec des filles nobles. Lors de l'un de ces rassemblements,
il y assista à la demande de son ami Ruifon. Ils avaient tous deux reçu une invitation du baron Châdelain. Mais Ruifon savait que ce n'était qu'une tactique du baron pour vendre sa fille. Lui-même avait déjà une fiancée. Il demanda donc à Cyrus d'assister à la fête d'anniversaire, mais celui-ci n'était pas intéressé. Ils furent interrompus par une demoiselle qui apporta des sucreries à Cyrus. La vue du chocolat le rendit nerveux, mais il accepta tout de même. Ruifon voyait bien que les jeunes filles l'adoraient. Cyrus, en revanche, sentait qu'elle n'était intéressée que par son titre et son argent. Au fond, il avait l'impression qu'elle méprisait toutes ses origines. La plupart des jeunes nobles détestaient Hypsandro, qu'elle considérait comme une terre de barbares. Toutes ces femmes le regardaient, chuchotant sur la couleur de sa peau et sur sa mère. Ruifon comprenait ce que son ami ressentait, mais lui dit qu'il ne pouvait pas rester célibataire éternellement. En tant que comte et unique fils d'une maison ducale, si Cyrus restait seul, il n'y aurait personne pour prolonger la lignée du duc. Ruifon se demandait quelle sorte de femme pourrait conquérir le cœur de Cyrus, et il avait hâte de voir ce jour arriver. De son côté, Cyrus doutait qu'un tel jour vienne jamais. Cette idée changea rapidement. Son ami avait peut-être raison. La fille d'un baron désargenté pourrait être idéale pour lui. Et si ce n'était qu'un mariage de convenance, une femme facile à gérer serait parfaite. En repensant aux femmes qui s'étaient moquées de ses origines et de sa belle-mère décédée, il s'était convaincu qu'il ne connaîtrait jamais l'amour. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Dès sa première rencontre avec Marie, il en tomba éperdument amoureux. Il voulait lui parler davantage, mais elle lui échappa. Lors de la fête d'anniversaire, il demanda la main de la fille du baron, mais celui-ci le dirigea vers Anastasia, le suppliant de la prendre pour épouse. Cyrus avait entendu parler des deux sœurs, mais il confondit Anastasia et Marie. Il chercha partout dans le manoir celle qu'il aimait. Mais il eut beau chercher, il ne la trouva pas. Ensuite, il décida d'envoyer une lettre. Il ne voulait pas de la cadette Marie, mais de l'aînée Anastasia comme épouse. Il fut ravi de recevoir une réponse. Dès lors, il devint très occupé. Pour offrir à sa fiancée la meilleure hospitalité, il fit préparer des bijoux, des robes, et engagea de nouveaux domestiques. Il alla même jusqu'à se procurer un traversin pour supporter ses nuits sans sommeil dans l'attente. Mais la tragédie de la mort d'Anastasia le laissa anéanti. Puis, au milieu de son chagrin et de son désespoir, la femme qu'il croyait être Anastasia arriva. Bien qu'elle manquât de connaissances, Mio dit à Cyrus qu'il avait été stupide de ne pas comprendre qui était vraiment Marie. Maintenant qu'il avait été rejeté, Mio le félicita d'accepter la vérité. Elle lui rappela ensuite qu'il avait détourné les yeux et repoussé la nouvelle apparence de Marie. Et la phrase « renvoyer Marie Châdelain » n'était pas le meilleur choix de mots. À cause de cela, Mio affirma que Marie avait sûrement cru que Cyrus la détestait. Cependant, elle lui dit de faire de son mieux. Après tout, c'était lui qui vivait un amour à sens unique. Cyrus décida qu'il devait aller voir Marie, car il voulait voir son sourire. Pendant ce temps, Marie se regardait dans le miroir. Elle ne voyait que ses vêtements usés et son livre abîmé adoré. Elle croyait que c'était tout ce que le monde lui avait offert. Et pourtant, elle ne se reconnaissait pas, tant elle paraissait éblouissante. Cyrus et Mio entrèrent alors dans la pièce, interrompant ses pensées. Marie s'excusa rapidement de son impolitesse précédente. Cyrus lui demanda de relever la tête, disant que c'était lui qui devait s'excuser. En voyant ses yeux brillants, il en resta rouge et muet. Avec un petit coup de pied discret de Mio pour l'encourager, il dissipa le malentendu, expliquant à Marie qu'il ne la détestait pas. Il avait cru qu'elle était venue au palais de son plein gré. Il s'excusa donc de cette mauvaise supposition. Il voulait toujours qu'elle devienne sa femme, ce qu'elle accepta très nonchalamment. Déconcertée, elle expliqua qu'elle n'avait refusé sa demande que parce qu'elle avait été sous le choc. Elle comprenait que pour hériter du titre de duc, il devait épouser une femme de naissance noble. Cependant, trouver une épouse avait été difficile. Marie ajouta que sans cela, un homme de son rang ne serait jamais allé à la fête d'un baron pauvre. Bien sûr, elle croyait qu'il était tombé amoureux de sa belle-sœur, et non d'elle-même. Se qualifiant de cadette inutile, elle pensait être là pour remplacer sa sœur, mais assura à Cyrus qu'elle connaissait sa place, acceptant d'être traitée comme il le souhaitait. Cyrus avoua qu'il avait envisagé un mariage politique en se rendant à la fête. Mais cette nuit-là, ses sentiments avaient changé. Il dit que sa lettre n'était pas une façade et qu'il pensait chaque mot. Marie crut que ses sentiments s'adressaient à Anastasia. Cyrus la détrompa, mais elle resta confuse. L'horloge sonna, signalant l'heure du dîner. Mio proposa de poursuivre la conversation à table. Une seule bouchée suffit à Marie pour comprendre que la nourriture était bien plus délicieuse que celle de chez elle. Cyrus lui dit alors qu'il ne voulait pas d'un mariage de convenance, lui avouant qu'il désirait vraiment l'épouser. Marie répondit qu'elle était honorée, ce qui fit comprendre à Cyrus qu'elle ne le croyait pas. Elle lui dit de ne pas se soucier autant de ses sentiments, ce qui confirma encore son doute. Pour toute personne née dans la noblesse, le mariage était un devoir, et elle croyait que c'était la même chose pour Cyrus. Marie était certaine qu'il prendrait une concubine et qu'elle retournerait à ses haillons et à ses corvées. Cela ne la dérangeait pas, car la vie resterait la même qu'avant. Cyrus lui dit alors qu'il l'aimait, ce qui la rendit encore plus confuse. L'amour, qui aimait qui?
Cela n'avait aucun sens pour elle. Quoi qu'il en soit, ils convinrent de leur fiançailles. Cyrus annonça que la cérémonie aurait lieu dans 3 mois et qu'il s'occuperait de tout. Elle demanda soudain à retourner chez elle, juste une fois. Elle expliqua que son père ne croyait pas à la réussite de ses fiançailles et qu'elle devait lui servir de réconfort pour une nuit. Après ce lien, le baron insista pour qu'elle soit renvoyée chez lui. En entendant cela, Cyrus et Mio furent absolument furieux. Ils quittèrent la pièce pour discuter de la situation. Marie pensa alors qu'elle avait été irrespectueuse tout ce temps. Peu après, Mio revint lui dire qu'il lui était interdit de retourner chez ses parents sur ordre de Cyrus. Et si ses parents venaient, elle devait demander la permission à Cyrus avant de les voir. Mio demanda alors à Marie pourquoi elle se croyait laide. Bien sûr, c'était à cause de ses parents. Ses cheveux étaient toujours fourchus, et elle avait des taches de rousseur. Ses parents la forçaient toujours à se regarder dans le miroir, sale en haillons. Mio lui dit de regarder le miroir, mais Marie se demanda ce qu'il se passerait si elle le faisait. Après tout, elle croyait que la vraie elle n'était pas celle qu'elle voyait maintenant. Cela ne lui semblait pas réel. Alors qu'elle va se coucher, elle tomba rapidement amoureuse de la chaleur et de la douceur du lit. C'était comme un monde de contes de fées. De magnifiques vêtements étincelants, de merveilleuses dames de compagnie, et un conte aux charmants yeux verts. Marie était certaine que le sortilège se briserait à son réveil, et qu'il ne resterait que le désespoir. Le souvenir de la déclaration d'amour de Cyrus lui revint, la faisant rougir et taper du pied sur le lit. C'était un rêve dont elle ne voulait pas se réveiller. Après tout, si c'était un rêve, elle avait le droit d'être heureuse. Le lendemain matin, elle fut accueillie par la lumière du soleil du matin. Et en voyant la chambre propre et scintillante, elle crut qu'elle rêvait encore. Mio et d'autres servantes entrèrent alors, saluant Marie. Cependant, Marie se prosterna immédiatement et leur rendit la salutation. Mio lui dit de rester détendue, car elle était officiellement la fiancée de Cyrus. Elle présenta ensuite les 2 autres servantes, Anna et Ilsa, qui s'occuperaient de ses besoins quotidiens, ce qui la rendit un peu nerveuse.